Baignée d'ombre et d'humidité, envahie par les mousses, la grande forêt pluvieuse de l'Ouest canadien est le sanctuaire de l'ours fantôme. La légende veut que celui qui croise son chemin soit visité toute sa vie dans ses rêves par cet étrange animal noir, devenu blanc. Pour raconter leur divine rencontre, les Indiens l'ont incarné sur des masques de bois. Dans cette partie du monde longtemps oubliée, il est l'esprit de la forêt et le corbeau est son créateur. Vivante, la forêt est une usine naturelle à fabriquer de l'oxygène. Elle est l'un des écosystèmes les plus indispensables à l'être humain. Pourtant, 11 millions d'hectares sont détruits chaque année sur la planète et 1 hectare de cet épiderme vert est arraché toutes les 30 secondes à la seule Colombie-Britannique. Comble du paradoxe, à l'ère du tout informatique, jamais la civilisation moderne n'a utilisé autant de papier. Et la demande ne cesse de s'accroître. Aujourd'hui, la forêt est le pétrole vert de cette province du Canada. Nicolas Hulot et l'équipe d'Ushuaïa Nature sont à Beaver Cove, l'un des plus grands sites de stockage sur l'île de Vancouver. Des millions de mètres cubes de bois rassemblés ici attendent leur acheminement vers le continent asiatique pour y être transformés, privant du même coup la Colombie-Britannique de toute valeur ajoutée. La forêt a ceci, entre autres, de commun avec l'océan, c'est qu'elle est elle aussi victime de son immensité. Tant on lui accorde des vertus de régénération qu'elle n'a pas, tout au moins vu le rythme de l'exploitation qu'on en fait et des agressions qu'elle subit. Bonsoir, on est en Colombie-Britannique, dans l'ouest du Canada, sur la côte pacifique, en bordure d'une des plus belles et plus anciennes forêts de l'hémisphère nord, la forêt tempérée humide, qui est certes peut-être un peu moins riche sur le plan de la biodiversité que son homologue tropical, mais qui est nettement plus productrice de matière vivante, car ici, 1 hectare de forêt produit chaque année environ 30 tonnes d'êtres vivants à l'hectare. C'est vous dire la fantastique usine biologique que sont ces forêts. Puis puisqu'il faut sans cesse rappeler la contribution essentielle que les forêts jouent dans la pérennité de la vie et dans le maintien des grands équilibres planétaires, ce soir nous allons voyager à l'ombre de quelques-unes des plus belles forêts du monde, à la rencontre d'abord de quelques-uns des animaux emblématiques inféodés à la forêt qui ont des liens très étroits et malheureusement très fragiles, comme par exemple les pandas qui vivent dans ces forêts résiduelles de bambou en Chine. Puis on ira voir également ces hommes qui ont en permanence maintenu un lien spirituel avec la forêt, comme par exemple les Indiens Haïda qui vivent eux à quelques centaines de kilomètres ici sur les îles de la Reine Charlotte et qui sont certainement les derniers héritiers d'une très ancienne civilisation de la forêt. Et puis pour prouver que le respect que l'on doit à la forêt ne l'est pas uniquement pour des raisons esthétiques ou tout simplement affectives, on ira au Costa Rica constater que la forêt c'est aussi le plus grand laboratoire pharmaceutique au monde et à ce titre un immense réservoir d'espoir pour l'humanité. Et puis puisque l'évolution des plantes comme celle des animaux a démarré certainement dans les profondeurs océaniques, puisque avant que les plantes commettent les plus grands édifices de la nature, plusieurs milliers de tonnes pour les séquoias par exemple, ils furent il y a 400 millions d'années des algues microscopiques. Et bien nous aussi on va démarrer notre itinéraire ce soir
sur l'eau, dans les fjords ici, ces bras morts du Pacifique, qui sont surtout le refuge, vous allez voir, d'une vie tout à fait exceptionnelle. Les trains de grumes flottants emportent chaque fois un peu plus du précieux patrimoine forestier de l'île de Vancouver sous les yeux désabusés de quelques-uns des habitants du fjord. Ce n'est pas le cas du biologiste Paul Spong, auquel Nicolas a rendu visite. Personnalité attachante à l'origine des plus grands combats écologistes de la planète, Paul Spong consacre depuis des années toute son énergie à l'étude et à la défense des orques qui croisent dans ces eaux froides. Quand est-ce que vous avez commencé à étudier les orques? Je suis arrivé ici en 1970, mais dès 1967, j'avais déjà commencé à les étudier en aquarium à Vancouver. Assez rapidement, j'ai trouvé que cette captivité n'était pas très sympathique pour les orques. Et je me suis dit que si on voulait étudier leur vrai mode de vie, il fallait partir l'observer dans la nature. J'ai su qu'on pouvait voir des orques par ici, alors je suis venu sur l'île d'Anson en 1970. Est-ce que les forêts terrestres, jouent un rôle très important dans l'habitat des orques? Tout à fait. Les rivières coulent à travers les forêts, et dans les rivières se trouvent les saumons qui sont la principale source de nourriture pour les orques. Il est donc essentiel d'avoir un réseau fluvial sain et abondant, et c'est la forêt qui permet de le préserver. Vous pensez que les orques sont curieux? Je me souviens que la dernière fois que j'étais ici, j'ai essayé d'approcher des orques pendant des jours et des jours. Et je me rappelle qu'au moment où j'ai décidé de laisser tomber, ils sont arrivés, il y en avait 3 à gauche et 3 à droite. C'est ça qui est très intéressant chez les orques. C'est eux qui décident. Il leur aura fallu pagayer encore plusieurs heures avant d'apercevoir le premier aileron de ces patrouilleurs de l'océan. Une rencontre toujours chargée d'une émotion où se mêlent appréhension et admiration. Il faut pagayer parallèlement à eux, Nicolas, s'il te plaît. La mère est l'individu le plus important du groupe familial. Laquelle est la mère, la première? La mère est la femelle qui a la nageoire dorsale très incurvée. Voici son fils. Et la mère est là-bas. C'est Sitika. Et là, c'est sa fille avec son petit, qui est né cette année. Lorsque les accouplements ont lieu, les familles se rassemblent dans la zone centrale. Et on voit beaucoup d'orques ici, en été et en automne aussi. Et quand il y a une rencontre, mâles et femelles restent ensemble? Oh non, chacun retourne vers sa propre mère. La mère est le centre de la famille chez les orques. Et les fils, y compris adultes, qui peuvent atteindre des tailles gigantesques, comme cet énorme mâle que l'on voit ici, passent leur vie entière avec leur mère. Ils ne la quittent jamais. C'est une organisation sociale étonnante. Dans tous les océans du globe, les orques ont 2 comportements distincts. Les uns sont sédentaires et se nourrissent uniquement de poissons. Les autres, nomades, s'attaquent également aux mammifères marins. Rien ne les différencie extérieurement. En revanche, leurs proies, elles, savent très bien à qui elles ont affaire. Sous les yeux de Paul et Nicolas, une scène rarement observée.
une mère initie son petit à capturer lui-même sa nourriture. Paul Spong et Nicolas abandonnent les orques à leur chasse. À la poursuite d'un banc de poissons, leurs apparitions deviennent de plus en plus imprévisibles. Située à quelques coups de pagaie, à l'entrée nord du Grand Chenal séparant l'île de Vancouver du continent, la petite station de vidéosurveillance des orques, installée par le biologiste, est précieusement gardée par sa fille. Une cabane toute simple, remplie d'appareils électroniques qui nécessitent une veille quasi permanente, implantée au carrefour du passage des grands prédateurs. Nicolas, voici ma fille Anna. Elle s'occupe de la station vidéo. Là, dans cette petite maison. On appelle ça un tipi. Et elle est là, toute seule, depuis près de 2 mois. Ça fait 8 semaines. Seule, avec seulement les orques? Ils sont de bonne compagnie, oui. Ils viennent souvent? Pas cette année, mais ils sont venus aujourd'hui. C'était magnifique. Vraiment, aujourd'hui. Very careful, it's slippery. Ah, nice starfish. Well, we'll show you what we're looking at. Nous allons vous montrer ce que nous étudions ici. Nous avons 4 caméras immergées dans cette forêt de kelps. Les 4 écrans là, à gauche, ça c'est ce qui se passe en direct. C'est ça. Ce sont des images prises par les caméras sous-marines qui sont immobiles et filment ce qui se passe. C'est incroyable parce que les animaux évidemment ne soupçonnent pas qu'ils sont filmés. Quand il y a un cadreur ou un caméraman sous l'eau, ça change quand même leur comportement. Et sur le plan scientifique, vous avez appris quelque chose de cette observation? Ce qui est intéressant, c'est que quand nous voyons les orques depuis la surface, nous ne voyons qu'une infime partie de leur vie, alors que l'essentiel des comportements ont lieu sous l'eau. Avec ces images, nous commençons simplement à comprendre un peu mieux leur mode de vie. C'est une famille, la mère et ses 2 petits. Incroyable, 3 orques en même temps sur la même image sous l'eau, c'est quelque chose d'exceptionnel. Ces animaux sont tellement gracieux quand ils sont sous l'eau. Les poissons se sont rendus compte au dernier moment que l'orque arrivait. Vous savez, depuis de nombreuses années, on s'est intéressé à l'acoustique des orques qui émettent des sons que l'on entend en permanence. Ils ne viennent à la surface que pour respirer. Sous l'eau, leurs chants sont omniprésents. Et nous pouvons donc en apprendre beaucoup sur eux, rien qu'en les écoutant. Nous, les hommes, sommes guidés par la vision, et eux sont plus guidés par l'ouïe. Il est donc très important de voir ce qui se passe sous l'eau. Anna, on peut écouter quelques chants? Chaque groupe familial possède son propre chant, son propre dialecte. Et nous savons quelles familles sont là, rien qu'en écoutant les chants. Il y a 2 ou 3 types de chants. Oui, dans cet enregistrement, il y a plusieurs groupes familiaux qui ont des ancêtres très différents. Nous les classons en différents clans d'orques. Ce qu'il faut dire, c'est que Paul, qui vit juste sur l'île en face, de l'autre côté de l'observatoire de sa fille, a truffé toutes les pièces de sa maison, et y compris l'extérieur, de petits haut-parleurs, et que dès que les orques reviennent dans ce périmètre, voilà ce que l'on entend à tout moment du jour, de la nuit ou du jour,
on peut être réveillé en pleine nuit par le retour des orques. Is that echolocation? That's echolocation. C'est ça That's a way l'écolocation. of looking for fish. C'est une manière de localiser les bancs de poissons. Find it, they Et quand ils en trouvent, ils se mettent en chasse. C'est comme un sonar. It is sonar. C'est un sonar. Vraiment des documents. Vous pouvez savoir jusqu'à quelle distance un orque est capable de communiquer avec les autres? No, we don't actually. Non, on ne le sait I pas. think they can probably Je crois hear qu'ils each peuvent other s'entendre jusqu'à une trentaine de kilomètres. away. I'm very Je suis sure absolument they can sûr hear qu'ils each s'entendent other facilement à 10 km de distance. Ils ont une ouïe extraordinaire. Paul, aujourd'hui, vous pensez, puisque vous étudiez les orques depuis des années et des années, qu'à votre avis, ils sont intelligents? Yes, so far as you Cela dépend understand de what ce que l'on intelligence entend is, par intelligence. Question difficile. Mais oui, je pense que les orques sont des animaux très intelligents. Leur mode de vie est intelligent. Le fait que le plus grand prédateur de l'océan ait un mode de vie aussi pacifique, dénué de violence avec ses congénères, je pense que c'est un signe de grande intelligence. to its own kind. I think it's a sign of Je pense que nous autres humains avons beaucoup de progrès à faire dans ce domaine. Vous savez, Paul, vous et Anna, vous passez toute votre vie ici, et moi je suis là juste pour quelques semaines, alors si ça vous dérange pas, je vais vous abandonner, et avec le kayak, je vais essayer d'aller voir d'autres orques. Merci, it's very nice to see you. Anna. Je quitte les orques avec un sentiment mitigé. Heureux de leur merveilleuse hospitalité et de ces rencontres magiques, mais inquiet aussi car, comme le rappelait Paul Spong, les orques sont situés tout en haut de la chaîne alimentaire et de ce fait, ils accumulent les toxines répandues dans la mer. Si l'on ajoute à cela les effets de la déforestation, de la pêche excessive et du trafic en augmentation, le sort des orques devient vraiment préoccupant. L'orque épolar n'est pas la seule espèce menacée de la planète. Sensiblement à la même latitude, à des milliers de kilomètres de cette région du Pacifique, un mammifère, lui aussi à la robe blanche et noire, autre chef-d'œuvre de l'évolution, subit de plein fouet les effets d'une déforestation anarchique. Aux confins du Tibet, dans la province du Sichuan, le masque ébahi et nostalgique de cette grosse peluche vivante cache la tragédie de toute une espèce. Rares sont les pandas géants à pouvoir mener dans les montagnes leur vie sage et casanière. Au pays des nuages, bien qu'il soit considéré comme le plus grand trésor vivant de la nation chinoise, ses petites oreilles rondes ne cessent d'entendre sonner le glas. Pourtant, des hommes comme Wen Lai Chang prient et s'emploient pour que jamais ne s'éteigne la flamme qui brille au fond des yeux des ours blancs et noirs du Sichuan. Chaque jour, ce garde forestier de la réserve naturelle de Wolong arpente des kilomètres de sentiers entre 1500 et 3000 mètres d'altitude pour recueillir de précieuses informations sur la population de pandas de ces montagnes. L'animal se cache dans les forêts de bambou dont il a fait, en l'absence d'autres proies, son unique régime alimentaire. Ces jeunes pousses, fraîchement coupées, trahissent peut-être son passage. Pas de grands pandas dans les parages, mais un panda roux se prélasse au creux d'une branche. Malgré un air de famille trompeur, ce petit mammifère arboricole au pelage doux, appelé aussi ours-chat, est un proche parent du raton laveur. Assez répandu dans les forêts des contreforts de l'Himalaya, sa survie n'est pas encore réellement compromise.
L'itinéraire de Wen Lai Chang l'amène régulièrement chez les paysans qui habitent dans la montagne. Devant la traditionnelle tasse de thé brûlant, tous les membres de la famille sont réunis pour répondre aux questions du garde forestier. De par leurs incursions quotidiennes dans les forêts de bambou alentour, ils sont des interlocuteurs privilégiés, pouvant fournir d'utiles précisions sur le nombre de pandas qu'ils ont pu observer, leurs aires de nourrissage, leurs habitudes, ou encore la présence toujours possible de braconniers dans la région. L'homme explique qu'il y a quelques jours, il en a aperçu plusieurs sur le versant opposé en allant chercher du bois. Ils étaient assis sur leur postérieur en train de croquer à belles dents de jeunes bambous, mais les animaux se sont enfuis en poussant de petits cris en le voyant arriver. Ils sont, dit-il, très difficiles à surprendre. Mais il n'est pas rare d'en voir un ou deux s'approcher du village pendant les mois d'hiver. Bien que le panda géant soit ultra protégé par le gouvernement, la cohabitation avec une population à la démographie galopante s'avère délicate. Tout bambou arraché est un danger supplémentaire pour cet animal qui doit consommer quotidiennement une douzaine de kilos de cet arbre peu calorique pour ne pas mourir de faim. À l'école du village, dès la maternelle, on sensibilise les enfants à la présence de cet animal qui vit près de chez eux. La plupart n'ont encore jamais eu l'occasion de l'apercevoir dans son milieu naturel. Mais tous apprennent à reconnaître et à dessiner ses traits et sa silhouette caractéristique. La vraie récompense est au dehors, lorsqu'ils peuvent s'approcher et toucher ce jeune panda abandonné par sa mère et élevé par les scientifiques de la petite station implantée dans la réserve de Wolong. Les paysans avaient raison. Sans leur précieux renseignement, Wen Lai Chang risquait fort de passer sans les voir à côté de ces princes des bambous en train d'engloutir, entre deux sommes, une partie de leur ration journalière. Tous les bambous d'une même espèce fleurissent en même temps dans le monde entier, puis ils meurent quelques jours après. Ce phénomène rarissime a eu des conséquences tragiques en 1976 dans le Sichuan. Plus de 160 de ces splendides pandas, porte-parole de tous les animaux menacés de disparition, avaient alors été retrouvés morts de faim. Une raison supplémentaire pour que les hommes respectent son habitat naturel. La floraison n'est pas la cause de la disparition des conifères de Colombie-Britannique. Sur l'île Hanson, où Paul Spong a installé son centre d'études acoustiques et sa maison, les risques de voir disparaître les grands arbres ont des origines plus mercantiles.
Quel est l'objet de cette banderole, Paul? Ceci est un morceau de la bannière pour la libération de Corky, une femelle orque. En fait, elle est maintenant longue de plus de 2 km. C'est un patchwork composé de morceaux de tissu de 50 cm de côté, portant des messages en faveur de Corky. Sa mère est toujours vivante, elle a 49 ans. Corky, elle, a 34 ans. Elle est dans un Marineland de San Diego, et nous voudrions qu'elle puisse revenir dans sa famille. Cette bannière est l'œuvre d'enfants de 50 pays, dont beaucoup sont français. Et nous pensons qu'elle représente une grande chance pour que Corky retrouve sa famille. J'espère que vous allez y arriver et que non seulement Corky sera libéré, mais tous les orques et les dauphins qui sont en captivité un peu partout sur la planète. Parce que autant on peut admettre qu'au XXe siècle, on ait fait payer à la condition animale un très lourd tribut s'il y avait à la clé une amélioration de la condition humaine, mais quand on prive des animaux comme les orques, ou quels que soient les animaux, de leur liberté à des seules fins de faire un spectacle, ça c'est inacceptable et il faut que tous on se batte contre ça. But if we can start by Corky, it could be great. Start by Corky, it would be great. Son île, Paul Spong en connaît les moindres recoins. Il peut en identifier chaque arbre, chaque mousse, chaque lichen, et tient à faire partager à Nicolas sa mystérieuse ambiance. This is an amazing tree. Voici un arbre étonnant. Fell down, probably. Il a dû tomber il y a plus d'un siècle. Et ses branches ont trouvé la lumière et ont poussé. Ça, ce sont des branches, hein, et non pas des nouveaux arbres. Non, ce sont des branches du vieil arbre. Elles ont poussé verticalement pour devenir des arbres à leur tour. Fantastic. Incroyable parce que le tronc, visiblement, est mort, mais les branches refusent, elles, de mourir. Il y a toujours cette course au soleil, et les branches qui assurent, elles, la descendance de l'arbre. And it's a fantastic example of C'est life un fantastique needing exemple to de la vie qui a besoin de s'exprimer. live. It's dead. Le It tronc est lives mort, on. mais l'arbre continue à vivre. It's first on Henson Island. Cette forêt de l'île Hanson est magnifique Natural et semble ancienne, feeling, but it has mais elle a un passé very mouvementé. mixed history, actually. About Il y a 350 ans, l'île a connu un gigantesque incendie qui a anéanti une grande partie de la forêt. parts of the forest. Il en reste de vieilles traces comme ici. C'est pour ça que le bois est calciné. Yes, the wood is Oui. burned and Le bois est calciné depuis des siècles. then in the middle Puis of au the milieu last du 19e century, siècle, early les premiers loggers bûcherons sont arrivés dans l'île et ont commencé à abattre la vieille forêt de cèdres. trees that were thousands of Beaucoup d'arbres millénaires ont été coupés. much of it was cut. Mais en certains endroits, la forêt a été préservée. Elle reste très belle. Money that the government has given Aujourd'hui, le gouvernement a autorisé de nouveau une société forestière à abattre de nouveaux arbres. terrible mistake. Et à mon avis, c'est une grave erreur. Ecotourism. Et car aujourd'hui, l'écotourisme est tellement plus rentable. Also, the evidence Et puis, de très vieilles traces prouvent que les anciens habitants de l'île exploitaient cette forêt. passed into this island Ils venaient ici et se servaient de l'écorce des cèdres pour fabriquer des tas de choses. and many different kinds of things. Des vêtements, de la vannerie, des chapeaux, des cordes. Indian people. Indian people, yes. And, Des Indiens, oui. these people, Ils utilisaient le cèdre dans leurs cérémonies, comme dans leur vie quotidienne. they did was they Ils ôtaient l'écorce au pied de l'arbre. cut on a tree and Comme ici, là. Oui. Ils coupaient et tiraient l'écorce comme ceci, the fiber et en faisaient des lanières. made so many things that were Ils travaillaient les fibres pour en faire de très nombreux articles. Il faudrait que le gouvernement reconnaisse cette appartenance ancestrale, comme si la forêt faisait partie du patrimoine des autochtones. Ces Indiens ont un droit imprescriptible à exploiter la forêt de Hanson. Et leurs droits se fondent en partie sur ces arbres modifiés. comes from these trees. Que vous appelez des arbres. Culturally Des arbres culturellement modifiés. an anthropologist named David Un anthropologue du nom de David Garrick
étudie ces arbres ici depuis de nombreuses années et il en a déjà identifié plus de 2000. En fait, l'île Hanson est le lieu où l'on en trouve la plus grande concentration. C'est votre seule chance de changer les plans du gouvernement. Peut-être pas la seule chance, car peut-être le gouvernement va-t-il se ressaisir. Mais il est de toute façon essentiel qu'ils reconnaissent le droit des gens qui sont ici depuis toujours et de les laisser utiliser l'écorce de leur forêt. Cet arbre est assez jeune, il n'a qu'une centaine d'années, mais il existe encore de magnifiques arbres très vieux sur l'île Hanson. J'aimerais vous montrer celui qu'on appelle grand-mère cèdre. Vous savez, le projet d'abattre la forêt de l'île Hanson n'a aucun sens, même d'un point de vue économique. Les arbres sont encore chétifs, parfois en mauvaise santé. Ils ne valent pas grand-chose. Et pourtant, le projet prévoit d'abattre les arbres de ce côté-ci, d'abattre les arbres de ce côté-là, et laisser seul au milieu cet arbre incroyable, ce cèdre plus que millénaire. Quel sacrilège. Il nous est difficile de nous représenter cette échelle de temps, mais peut-être faut-il se référer au premier roi de France. C'est l'époque où je sais pas, par exemple, les Vikings ont commencé à naviguer pour découvrir l'Amérique. 1000 ans. 1000 years. And only few minutes, seulement quelques minutes pour le mettre par terre. To cut it. Effectivement, le projet initial prévoyait de construire une route à travers la forêt, et cet arbre devait être abattu. La chose vivante la plus ancienne de cette île, c'est ce cèdre. Et pour moi, il a une valeur inestimable. Je suis venu ici il y a de nombreuses années. C'était pour moi un refuge. Et je continue à venir ici, juste pour écouter le silence. Oui, mais c'est vrai qu'on ne sait plus tout simplement poser le corps comme ça et listen to the nature. C'est ce que le poète a appelé les piliers du temple. Je crois que c'est Baudelaire qui disait heureux celui qui peut comprendre sans effort le langage des fleurs et des choses muettes. Voilà, écoutons. Jusqu'au début du siècle, au bord de cette grève, entre mer et forêt, vivaient les descendants de l'une des plus fascinantes civilisations indiennes. Passés maîtres dans l'art de sculpter le bois de cèdre, les Haïdas décoraient tout leur village d'imposants totems. Voici ce qu'il reste aujourd'hui du prestigieux village de Tanu. Fait de bois, ils retournent inexorablement à la forêt dont ils venaient. En quelques dizaines d'années seulement, le végétal et bien d'autres maux ont englouti ce peuple vivant face à l'océan qui le nourrissait et adossé à une forêt dont il tirait les moyens d'exister. Jacques Brosse, spécialiste de la mythologie des arbres, tourne avec nostalgie les pages de l'histoire des Haïdas. Ça, c'est pas une souche, c'est un orque. C'est une sculpture Haïda. Maintenant, évidemment, elle est très érodée, elle est couverte de mousse, mais on voit quand même encore l'emplacement de la bouche. L'œil se trouvait ici, et au-dessus, sur le crâne, se trouvait un aigle, et cet aigle a été volé il y a déjà longtemps. Alors, l'orque est très important chez les Haïdas, c'est le maître des animaux marins. C'est pour ça qu'il le représente très souvent sur leur main totémique. Là, un orque stylisé méconnaissable. Plus loin, un castor, ou encore ce grand corbeau qui, selon la légende, libéra les hommes. Pour les Haïdas, tous ces animaux étaient mythiques, générateurs et responsables de l'équilibre du monde. La nature a repris ses droits. À Tanu, plus de 700 âmes se partageaient 24 vastes demeures communautaires aux squelettes faits d'énormes madriers de bois. Les nouveaux habitants se nourrissent de leurs dernières fibres.
Ben voilà qui est insolite. Un canoë en pleine forêt. Cependant, ça s'explique assez facilement parce que les haïdas coupaient un tronc, on voit encore la souche ici, les vidaient dans la forme du canoë et ils vidaient le canoë de façon à pouvoir le porter plus facilement à la mer, qui d'ailleurs n'est pas très loin ici. Mais ici, le travail est resté inachevé. Le constructeur a creusé la proue, la poupe, mais pas le milieu. Ça s'explique très facilement parce que c'était le moment de la grande épidémie apportée par les Blancs qui a décimé la population des haïdas, celle de ce village en particulier. Donc il est vraisemblable que le constructeur de canoë est mort avant d'avoir fini son travail. L'art de travailler le bois a sauvé de justesse les haïdas d'un oubli définitif. Le sculpteur Bill Reed, dont l'arrière-grand-mère vivait à Tanou, et aujourd'hui ses disciples, ont reconquis le cœur des hommes en révélant l'extraordinaire richesse culturelle de ce peuple pêcheur, chasseur, guerrier et artiste. Jacques Brosse poursuit son voyage à travers Haida Gwaii, rebaptisé au XVIIIe siècle par les navigateurs européens les îles de la Reine Charlotte. Son intention est de rallier le village Haïda, situé à la pointe sud de l'île où se trouvent encore érigés les plus beaux totems anciens. Un site classé depuis 1983, patrimoine mondial par l'UNESCO. Ninstit est l'ultime village Haïda, témoin de la puissance de cette civilisation du saumon, symbole du lien reliant la forêt à l'océan et dans lequel chaque Haïda se réincarne. Buck, gardien du lieu, explique à Jacques Brosse la signification d'un tel engagement artistique. Des figures monstrueuses et colossales, dont les bouches grandes ouvertes faisaient office de portes, ornaient les habitations principales. De gigantesques mâts héraldiques avertissaient du rang social de celui qui les avait érigés. On pouvait aussi y lire son arbre généalogique, les épopées familiales, et même comment ses lointains ancêtres étaient venus de l'autre monde. Les seuls totems encore debout sont des mâts mortuaires, les derniers à avoir été fichés en terre au tout début du siècle, un an après la mort d'un chef, dont on plaçait la dépouille au sommet du cèdre sculpté, plus près du ciel. « 90 000 Haïdas ont vécu sur les îles de la Reine Charlotte. Leurs descendants ont à nouveau droit de citer et de perpétuer au grand jour les potlatches, leurs fêtes ancestrales. Aujourd'hui, Jim Hart, élève du sculpteur Bill Reed, est reconnu chef du clan des Aigles en lieu et place de son oncle décédé il y a 1 an. On ne placera pas la dépouille du défunt en haut du totem, mais on élève encore le cèdre de plusieurs tonnes à la force des bras de ce qui reste de la nation Haïda. Sans doute les Haïdas retrouveront-ils par ces gestes les liens puissants qui unissaient leurs ancêtres à la nature. Comme presque tous les matins, la brume recouvre les îles avant de se dissiper sous les premiers rayons du soleil. Nicolas a laissé le professeur Spong à ses études et rejoint Paul Bellstein.
Ensemble, ils vont explorer une forêt sous-marine à l'entrée nord du Grand Chenal. Ce goulet d'étranglement entre l'île de Vancouver et le continent concentre une faune et une flore extrêmement riches où tout semble frapper de gigantisme. Vous pensez que la vie dans les kelps, c'est comme la vie dans la forêt terrestre? C'est un écosystème avec des animaux et des végétaux qui vivent au même endroit, avec des interactivités? Oui, je pense que c'est un écosystème très diversifié, comme sur la terre ferme. En fait, il y a une vraie relation entre les deux. Car la forêt humide, avec les pluies et les rivières qui se déversent dans la mer, modifie la salinité de l'eau et modifie également les bactéries et le plancton. Et puis, il y a aussi le phénomène d'upwelling, c'est-à-dire la remontée d'eau froide qui ramène à la surface le plancton des profondeurs. La marée aussi? La marée, oui. À cause d'elle, les courants sont forts, car c'est très étroit ici, et l'océan est très puissant. Vous voyez là, le courant est faible, mais il peut devenir très rapide, et alors il apporte de nombreux nutriments. Ce qui est extraordinaire, c'est que la forêt participe à l'élaboration de cette soupe nutritive, et c'est quelque part un peu comme si la forêt payait une dette au monde sous-marin, parce qu'il faut quand même savoir qu'il y a 400 millions d'années, l'évolution des plantes a démarré sous l'eau par des organismes microscopiques et unicellulaires, et que petit à petit, l'évolution évidemment est sortie de l'océan. Mais il faut savoir qu'elle s'est cantonnée dans le fond des océans tant que la vie n'était pas capable d'être protégée des rayons ultraviolets. Et ce sont les plantes océaniques qui, par la photosynthèse, ont fabriqué de l'oxygène, qui elles-mêmes ont fabriqué de l'ozone, qui petit à petit s'est édifié dans un grand bouclier protecteur que l'on appelle la couche d'ozone, et qui intercepte les rayons ultraviolets, et qui de ce fait a permis à la vie après de sortir de l'eau et d'aller coloniser la Terre. Il y a une ambiance dans ces forêts d'algues qui ne ressemble à aucune autre. Voilà, on se laisse tout doucement descendre de quelques mètres, non pas dans le grand bleu, mais dans le grand vert, dans ces eaux froides, chargées de matière organique qui leur donne cette teinte verdâtre. On est dans la prolongation, tout au moins au niveau des couleurs, de l'univers forestier de surface. Les forêts de kelps, le pendant océanique des forêts de conifères qu'il y a sur les collines de Colombie-Britannique. Des forêts à part entière, et pour peu que le regard essaye de détailler, c'est là qu'on mesure l'étendue de notre ignorance, car définitivement, la vie s'est épanouie au fil de l'évolution, sous les formes les plus variées, insensées, inimaginables, mais aussi tellement adaptées et tellement sophistiquées. Les plongeurs, et tout particulièrement les palmes de Nicolas, intéressent au plus haut point ce jeune phoque surgi de nulle part. Au pied de la forêt d'algues géantes, bien à l'abri de la houle brisée par la masse végétale, une vie exubérante a trouvé le gîte et le couvert. Les kelps se comportent comme un filtre vertical, provoquant la chute vers le sol des nombreux micro-organismes emportés par le courant. Une manne sans cesse renouvelée pour des colonies entières d'anémones de mer et de coraux mous. Étoiles de mer, oursins, nudibranches, crustacés,
croquent ce qu'ils trouvent sur leur passage et se fraient un chemin à travers un jardin sous-marin que l'on pourrait croire réservé aux récifs des mers chaudes. On peut aussi rencontrer dans ces eaux dont la température n'excède jamais 8 degrés, la pieuvre géante. Un monstre impressionnant, le plus souvent parfaitement inoffensif. Même ces pieuvres forcent maintenant le regard quand on sait que ce sont des animaux excessivement évolués, doués de capacités hors normes, et notamment sa capacité de camouflage. On sait que beaucoup de tests ont été faits sur les pieuvres et qu'on a découvert que les pieuvres étaient capables de résoudre bon nombre de problèmes qu'on leur soumettait. Voilà une petite nage parallèle et de concert avec cette pieuvre géante qui semble ne générer de crainte ni chez moi ni chez elle, le simple plaisir. Chez cet animal, l'absence de tout squelette osseux lui autorise les plus extravagantes contorsions et lui permet de faire passer son corps au travers de trous minuscules. Comme le caméléon, elle possède l'étonnante capacité de prendre instantanément la couleur et la texture de son environnement. Voilà ce que Paul avait l'air pressé de me montrer. Le Wolfils, ce poisson dont regardez bien la tête, semble avoir par moments des traits humains et un comportement aussi d'ailleurs parce que il paraît très familier. Regardez ça. Qui aurait soupçonné que sous ces eaux sombres du Pacifique, il y ait de telles créatures. Et comme pour les pieuvres, passer la première peut-être répulsion, eh bien on ne voit plus qu'à travers ces animaux que des formes de vie exceptionnelles et que l'homme a très longtemps ignorées. Et animé par autant de curiosité à notre égard que nous en avons au sien, visiblement pas insensible à nos caresses. Voilà des moments de complicité qui valent tous les discours.
Paul Bellstein et Nicolas doivent mettre un terme à leur plongée. Pour retrouver l'air libre, il leur faut de nouveau traverser le labyrinthe de lianes caoutchouteuses et frissonnantes de la forêt de Kelp. Pendant ce temps, à la surface, le Tsekoa et son équipage ont été rejoints par un hydravion. À bord de l'engin, Hugo Robitaille, un ingénieur en écologie forestière. Ses fonctions et ses responsabilités l'ont conduit à travers la grande forêt humide afin d'en dresser les cartes des écosystèmes indispensables pour préserver ou exploiter au mieux la forêt. Ok, je te passe ton casque. Hello, Jim. Good morning, Nicholas. Morning. How are you this morning? Fine. Let's go. Okay, ça c'est bien. Are we ready? Yes, we're ready. Yeah, we are. La magie des hydravions qui sont utilisés en Colombie-Britannique comme des petits taxis. On passe sans sourciller et sans transition de l'élément aquatique à l'élément aérien. On va changer d'univers avec ce petit hydravion qui a quand même plus de 50 ans d'âge, mais qui fait encore merveille. Hugo et Nicolas s'envolent au-dessus des plus belles contrées de la Colombie-Britannique. Au cœur de la grande forêt humide, ils vont tenter de rencontrer l'ours noir devenu blanc, cet animal mythique, esprit de la forêt. Louvoyant à travers les fjords aux eaux profondes et noires, l'hydravion dans lequel ont pris place Nicolas Hulot et Hugo Robitaille a mis le cap sur l'île de la Princesse Royale, au Canada. On dit que là-bas, sur ces territoires parmi les plus sauvages de Colombie-Britannique, se promène l'incarnation sur Terre de l'esprit de la forêt, un animal mythique couvert de pelage blanc. Blanc peut-être pour mieux se confondre avec la neige et la glace qui recouvraient la Colombie-Britannique il y a 9000 ans. À cette époque, des glaciers de 3000 mètres d'épaisseur glissaient lentement vers l'océan, rabotant le socle rocheux. Puis la planète s'est réchauffée. Les glaces ont fondu, le niveau des mers est monté, les vallées glaciaires sont devenues fjords et les montagnes à pic se sont habillées de vert. Là, on est en train de voler justement en hauteur des neiges et des glaciers. Et c'est là que l'on comprend que si la forêt a cette importance, elle le doit entre autres, Hugo, à la présence de cette grande chaîne de montagnes qui borde du nord au sud. Tout à fait, Nicolas. On a une grande quantité d'humidité qui se forme au-dessus du Pacifique. Cette aire-là est poussée vers les chaînes côtières. Et quand elle frappe les montagnes, l'air remonte et se condense et tombe sous forme de précipitations sur la côte. Parallèlement à ça, on a aussi l'océan Pacifique qui, lui, tempère le climat. Donc, on est vraiment en présence, comme le nom le dit, d'une forêt tempérée humide. C'est une forêt qui s'étale sur combien de kilomètres à peu près du nord au sud et d'est en ouest? En fait, cette forêt-là s'étale sur aussi longtemps qu'on trouve la chaîne de montagnes. Aussitôt que la chaîne de montagnes s'estompe vers l'Alaska, on passe d'une façon drastique à un climat carrément boréal et même, je dirais, polaire. Et on voit bien sur ces immenses falaises et ces grandes dalles sombres combien le végétal s'accroche au minéral dont il dépend, car c'est vrai que c'est le minéral qui fournit
les principaux éléments nutritifs au végétal, Hugo. C'est vraiment ça, c'est vraiment le vivant qui se nourrit du non-vivant dans un cycle sans fin, perpétuel, c'est ça. Ouais. Et inutile de vous dire que les territoires vers lesquels on est en train de voler, ce sont des territoires tout à fait uniques, car très peu fréquentés. Et là, l'exploitation forestière n'a pas encore commis l'irréparable et l'irréversible, bien qu'on voit déjà quelques traces de coupe à blanc. Qu'est-ce qu'on appelle une coupe à blanc? Une coupe à blanc, en fait, c'est une coupe où est-ce qu'on retire 100% des arbres sur le terrain. C'est assez simple, finalement. C'est ça, on rase tout. Et le gros danger des coupes à blanc, c'est que selon la pente éventuelle de la coupe et le sol, c'est que l'eau peut après raviner le sol et laisser la roche à nu, ce qui empêche toute régénération. Il n'y aura plus de sol en place, donc plus de milieu de croissance pour les arbres et les autres végétaux. Et les autres animaux, car il faut avoir de cesse de rappeler que la forêt, ça n'est pas seulement des arbres qui poussent les uns à côté des autres, d'immenses champs d'arbres, c'est tout un univers qui fourmille, qui gravite et qui profite de la voûte forestière, des millions d'animaux, car si l'on y inclut les insectes, ce sont bien des millions d'animaux qui vivent dans le secret de la forêt. Et lorsque l'on fait disparaître la forêt, ce sont ces millions d'animaux et de végétaux que l'on compromet, car c'est la biodiversité que l'on met en cause, et la variété est nécessaire à la pérennité de la vie. On arrive à destination dans l'un des joyaux biologiques d'Amérique du Nord, une île éloignée de tout, cerclée par le Pacifique, l'île de la Princesse Royale. Mais le plus étonnant, c'est que ici, curieusement, certains ours noirs ont évolué génétiquement et sont devenus blancs. Les Spirit Bears. Spirit Bear, ça veut dire l'ours esprit. Un animal très important dans la culture des Indiens ici. Et peut-être que nous aurons la chance avec Hugo de rencontrer ces ours blancs qui sont les symboles de la forêt de l'île de la Princesse Royale. L'hydravion ne se posera pas à l'intérieur du fjord pour ne pas perturber la tranquillité des animaux, notamment les ours qui se concentrent aux abords des rivières. L'amérissage s'effectue côté océan, à Home Bay, où Eric Boyoum attend les passagers pour les guider jusqu'au voilier qui servira de base vie dans le fjord sauvage. Hello. Hello, Nicolas. Hello. Hi. Okay, Chip. Thanks. Ces puissants rapides constituent l'unique déversoir reliant le fjord à l'océan. Toutes les 6 heures, le courant s'inverse au gré des marées. Des millions de mètres cubes vont et viennent par cet étroit passage, vidant et remplissant alternativement le fjord. Le franchissement des rapides doit se faire dans le sens du courant. Mais il faut quand même toute l'expérience du pilote de l'embarcation pour dompter ces eaux tumultueuses. On n'arrive pas sur l'océan là. On va être plus calme dans le fjord. Effectivement, à l'intérieur du fjord, tout est silence, beauté et sérénité. Les derniers lambeaux de brume se déchirent sur les aiguilles des conifères.
Nicolas part explorer le remarquable écosystème de cet endroit magique. En attendant l'arrivée prochaine de Wayne McCrory, spécialiste du Spirit Bear, Hugo et Nicolas vont découvrir l'estuaire de la rivière au fond du fjord où se concentre la vie. Bel arbre, hein? Ouais, magnifique. Ah oui, il y a plein de mousse. Plein de mousse et de lichen, en fait. Tout ce qu'il pense, c'est du lichen. On essaie de rentrer un peu par là. Ouais. Quand même faire attention parce que Wayne n'est pas avec nous. Et si on se retrouve nez à nez avec un ours, on va avoir l'air malin. On va improviser. Oui, ça. Partout autour de nous, c'est les épinettes de Sitka. Là, ça. Ouais. Donc, des conifères, des arbres avec des aiguilles. Compte tenu que la température est assez clémente l'hiver ici, ça descend rarement en bas de zéro. Bon, mais les conifères, eux, grâce à leurs aiguilles, peuvent croître 12 mois par année. Atteindre l'estuaire oblige à traverser un réseau hydrographique très complexe. Ici, où il n'y a pas de forêt, il y a de l'eau. T'as entendu le loup, Nicolas? J'ai cru entendre un loup là. Ah oui, c'est clair. Ça, c'est ça. Imaginez qu'il puisse y avoir des loups ici. Les entendre avec les échos qui frappent sur la montagne. Ah, ils se répondent de toutes les directions. Hein. Ça vient vraiment de partout. Allez, on va avancer un peu. Donc, partout autour de nous, Nicolas, on a différents écosystèmes qui sont distribués majoritairement en fonction du paysage. Donc, on a tout en haut de la montagne ici, tout en haut de la crête, des écosystèmes sur des milieux très secs. On voit des pins au loin, donc les pins qui sont Là-haut. des pins là-haut qui sont habitués de vivre avec des conditions de restriction en eau. Plus on descend, plus l'humidité augmente et plus les éléments nutritifs augmentent aussi. Donc, plus la forêt est productive, plus les écosystèmes sont productifs, sont différents aussi, sont plus riches. Pour en arriver ici, dans le fond de la vallée, à la plaine de débordement. Plaine de débordement, pourquoi? Parce que progressivement, périodiquement, la rivière déborde et laisse des sédiments partout. Donc, c'est un milieu qui est vraiment exceptionnel où est-ce qu'on trouve des communautés de plantes tout à fait différentes de juste un petit peu plus haut. On peut considérer à une échelle beaucoup plus importante que la forêt, c'est aussi un écosystème en soi, quoi. Avec justement les loups, les ours, les cerfs, que sais-je encore. Et puis surtout, des milliers, voire même des millions d'animaux qu'on ne voit pas, qui sont quasiment invisibles à l'œil nu, comme les insectes. Oui, les insectes, les champignons. Les bactéries. Et tout ça bénéficiant les uns par rapport aux autres, des échanges multiples. On peut dire, peut-être pas une autre définition de l'écosystème, que c'est une communauté d'intérêt. Ouais. C'est magnifique. Ah, il est beau celui-là. Une œuvre d'art. Il a vécu, hein. Il a vécu. Puis on voit qu'au fil des années, les couches de mousse se sont accumulées. Il y a même des fougères qui ont commencé à pousser. Tu lui donnes quel âge? Je lui donne à peu près 250 ans. Et c'est quoi comme arbre? C'est une épinette de Sitka. Incroyable quand même. On a du mal à imaginer que ça, c'est une plante et c'est ce que la nature commet de plus grand, puisque tu as certains arbres qui peuvent peser plusieurs milliers de tonnes et qui avaient vécu plusieurs milliers d'années, qui quelquefois ont des tailles de 100, 120, 140 mètres. Là, c'est pas le cas, mais c'est déjà un bel arbre et on oublie que ce sont des êtres vivants qui naissent, qui vivent, qui meurent, qui respirent, qui mangent. Et comme ici, qui profitent encore une fois à tout un petit système de vie. Là, cet arbre, visiblement, est un univers en soi. On va aller, ça vaut le coup d'aller jeter un œil dedans. On va essayer de voir si on peut grimper par le côté.
T'envoies une corde, OK, je l'attends. j'essaie de voir où elle va tomber. On est en plein dedans. Tu t'accroches dessus et je t'assure, hein. Un peu plus bas encore, s'il te plaît. Je peux pas plus là, il compte combien? On va finir par l'avoir. OK, je l'ai. C'est bon. Ça va Hugo? Pas de problème. Donc, tout va bien. T'es en train de te végétaliser là. Ah non, mais moi, je suis couvert de mousse, Nicolas. Je vais ressembler à l'homme des cavernes bientôt, là. Je m'en reviens carrément couvert. Oh. Ok Hugo, t'es confort là? Ouais. Je t'assure, hein. Allez. Ça va? Oui. Donc, me voici. Un peu de poussière. Un peu. Excuse-moi, mais. OK. Et voilà. Ce qui est fabuleux, c'est de voir les strates un peu comme ça de végétation. On a l'impression d'avoir des petits jardins suspendus. Tu vois, regarde, il y a la mousse qui visiblement profite du support des branches. Il y a les petites fougères épiphytes qui doivent, je suppose, chercher, se fixer dans la mousse pour profiter des éléments nutritifs. Et ainsi de suite, quoi. Il y a tout un univers qui vit au profit ou au détriment, ou d'ailleurs sans interférence de l'arbre. Tout est interrelié. En plus de ça, bon, l'arbre offre en plus d'offrir support aux végétaux comme ça, bon, ben, des fois, il peut y avoir des petits trous, surtout dans les vieux arbres, qui peuvent abriter des mammifères. La mousse, l'arbre lui sert de quoi? Juste de support ou elle puise aussi des éléments dans l'arbre? Non, l'arbre sert vraiment de support. Et les arbres, ils se reproduisent comment? Les arbres, il y a deux façons. En fait, ils peuvent se reproduire de façon sexuée, c'est-à-dire que, bon, ben, donc, en commençant par la fleur, qui libère le pollen. Qui libère le pollen, donc pollinisation, production de graines qui tombent au sol et qui germent. Et il y a un deuxième type de reproduction qui s'appelle la reproduction végétative. C'est-à-dire que soit par des racines souterraines, soit par des tiges qui sont rampantes à la surface du sol, il va y avoir d'autres nouvelles tiges qui vont sortir. Donc, c'est un autre plan du même individu. Donc, on peut retrouver sur des hectares, parfois des immenses superficies, le même individu. C'est le cas du peuplier fautrande, beaucoup plus au nord, en forêt boréale, qui est en fait le plus grand individu sur la planète parce que on pense que chaque arbre est individuel, mais finalement, chaque arbre ne fait qu'un. Ah oui, ça veut dire qu'à plusieurs centaines de mètres, si on faisait un prélèvement d'ADN dans ce qui ressemble à chaque arbre, c'est en fait le même individu. Exactement. Ah oui, ça c'est complètement fou. Ouais. Et alors dis-moi, il y a deux cycles. Il y a la production de matériaux toute l'année, c'est-à-dire que les arbres sont des fantastiques usines biologiques à partir de deux types d'énergie. Une, l'énergie du soleil qu'elle réceptionne par les feuilles, et puis tous les éléments nutritifs qui viennent du sol. Et là, justement, il y a un deuxième, je dirais, un deuxième processus. C'est tout le processus de décomposition. Ben, c'est ça. Donc, toute cette matière-là vivante a une durée de vie limitée, donc finit par mourir, tombe au sol. Là, on parle des aiguilles, on parle de la mousse qui est ici, mais aussi de tous les plantes qui sont au sol, qui se décomposent. Donc, on parle des insectes qui vont découper cette matière-là. Après ça, bon, il va y avoir les champignons qui rentrent en ligne de compte. Bactéries. Les bactéries vont décomposer cette matière-là vivante et vont la retourner disponible pour que les plantes puissent éventuellement la réassimiler. Et ça, ils vont les récupérer par les racines. Oui, mais c'est un cycle perpétuel qui est très délicat. Puis, justement, quand vient le temps d'intervenir sur le terrain, quand vient le temps de pratiquer une coupe forestière, par exemple, il faut vraiment tenir compte de tous ces cycles-là, puis d'essayer de mimer le mieux possible la nature. Tu m'attends un petit peu, je vais aller jeter un petit œil au-dessus, d'abord pour voir le point de vue, et puis peut-être retrouver, voir arriver Wayne. OK. Wayne, c'est un spécialiste des ours. Je t'attends ici. On a du mal à imaginer qu'il puisse y avoir des ours, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on voit beaucoup de traces, mais pour l'instant, on n'a pas vu l'ombre d'un seul. On a entendu les loups. Il y a tellement de carcasses de saumon
sur la forêt, qu'il n'y a aucun doute que les ours sont pas loin. De là à les rencontrer, c'est autre chose. Les grandes forêts de la planète ne se ressemblent pas. Si la canopée, le feuillage à la cime des arbres, n'a pratiquement jamais été étudiée en Colombie-Britannique, celle des jungles des pays chauds commence à peine à livrer quelques-uns de ses secrets. Depuis 25 ans, le professeur Perry, chercheur en biologie tropicale, arpente les forêts du Costa Rica pour dresser l'inventaire des innombrables espèces animales dont elles sont le refuge. Un travail titanesque, compliqué par des conditions ingrates et difficiles. Souvent observé durant la journée pour des raisons évidentes de commodité, Donald Perry, lui, explore aussi la jungle dès la tombée de la nuit. C'est alors un autre monde, avec ses bruits et ses habitants spécifiques, ses pièges et ses dangers. Rien à craindre de ce phasme minuscule au parfait mimétisme. Une torche pour unique éclairage, tous les sens en éveil, quel que soit le temps particulièrement changeant sous ces latitudes, Donald Perry avance dans un océan végétal qui se referme sur son passage. La forêt tropicale humide est un livre ouvert sur la vie dont il faut savoir déchiffrer les signes. Et il est facile pour un non-initié de passer à côté de ces manifestations sans les voir. Comme cette toute jeune vipère à cils, discrète, mais au venin redoutable. Il fait totalement nuit depuis quelques minutes. Ces fourmis regagnent prestement leur fourmilière, chargées de morceaux de feuilles soigneusement découpés à la cime de l'arbre. Elles sont parmi les dernières espèces diurnes à abandonner ainsi l'espace à celle des ténèbres. Dans la selva costaricaine, où les grottes n'existent pas, les nombreuses chauves-souris nichent dans les arbres morts ou évidés par la foudre. La biodiversité de la forêt tropicale est la plus riche de la planète, et l'on connaît à peine 75% des espèces qui la composent. C'est dire l'immense champ d'investigation dont disposent ici les scientifiques et l'importance du réservoir d'inconnus qu'il représente pour la recherche médicale en quête de nouvelles formules. Donald Perry a choisi d'installer dans les hautes frondaisons un incroyable réseau de câbles, de nacelles et de plateformes pour mener à bien ses investigations sans perturber l'écosystème. Son dernier perchoir, une cabane d'une quinzaine de mètres carrés construite à plus de 40 mètres de hauteur qu'il doit rejoindre à la force des bras. Tout là-haut dans son arbre, il ne dispose ni de l'électricité ni de moyens radio. Pendant des semaines, dans un confort spartiate mais en immersion totale au cœur de la forêt, le biologiste se consacre à sa passion. Chaque soir, il épingle, répertorie, classe et range méticuleusement dans des boîtes ou des bocaux sa moisson du jour ou de la nuit. Ce travail de bénédictin, qu'il ne laisserait pour rien au monde, lui a permis d'établir de nouvelles théories sur l'évolution.
La nuit est un moment privilégié pour étudier les insectes qui ont fait de la canopée leur domaine. Il est temps pour Donald Perry de grimper sur la terrasse aménagée sur le toit, où il a tendu son piège. Un néon alimenté par une batterie, placée derrière un drap blanc. Des dizaines de papillons de toute taille, de coléoptères, d'insectes volants ou rampants, sont attirés par ce phare luisant dans les ténèbres. Chaque nouvelle nuit apporte son lot d'espèces rares ou totalement inconnues, démontrant l'intérêt scientifique de la faune qui évolue aux étages supérieurs de la forêt. Dans la jungle pendant la nuit, prédateurs et proies se sont croisés, évités ou entre-dévorés. Un lourd silence précède toujours les premières lueurs de l'aube, faisant croire à une paix provisoire. Mais la trêve sonore sera de courte durée. Sur le sol, une colonie de fourmis probablement dérangée dans la nuit par le passage d'un gros mammifère déménage avec fébrilité sa fourmilière. Encadré par les soldats, le flot d'hyménoptères surmonte les obstacles avec méthode et discipline. Dans le monde des fourmis, l'intérêt commun est la seule loi. La population animale s'éveille par strates successives, de haut en bas. Au fur et à mesure que le soleil s'élève dans le ciel, la chaleur des rayons augmente, pénètre le mur végétal, libérant l'humidité accumulée pendant la nuit. Dans son perchoir, Donald Perry n'a pas besoin de réveil matin. Avec une régularité de métronome, les singes hurleurs se chargent de signifier aux biologistes qu'il est temps de se lever. À plus de 30 mètres de hauteur, s'amusent déjà les minuscules saïmiris, des singes écureuils, véritables as de la voltige aérienne. À tous les étages de la forêt, les innombrables représentants de la faune s'activent. Les mini-mares d'eau de pluie suspendues sont le refuge de dizaines de créatures comme ce dendrobate. Une grenouille arboricole dont les toxines contenues dans la peau d'un seul individu sont capables de tuer plusieurs centaines de personnes. Dans la jungle, la couleur rouge est presque toujours synonyme de danger de mort. Ce spectacle de la nature sans cesse renouvelé, ce foisonnement de vie de la forêt tropicale, sont le quotidien de Donald Perry. Le biologiste a quitté sa hutte cachée dans la canopée pour une nouvelle journée d'exploration passionnée. Il sait qu'il faudra encore de longues années avant de dresser la liste exhaustive des êtres vivants dans la jungle du Costa Rica. Mais il espère surtout que tout sera mis en œuvre pour préserver la richesse inouïe d'un tel écosystème, source potentielle des molécules du futur. À 10 000 km au nord du tumulte de la jungle tropicale, le fjord de l'île de la Princesse Royale reflète dans le miroir de ses eaux la profonde sérénité qui l'entoure. Une sérénité tout apparente, car si la faune de cette région de Colombie-Britannique est moins démonstrative, elle n'en est pas moins très présente.
Wayne McCrory, le spécialiste du Spirit Bear, a rejoint Nicolas à l'extrémité du fjord de l'île. À la place de l'ours attendu, ce sont d'autres grands prédateurs qui pointent leur museau. Il y a beaucoup de loups dans cette forêt. Oui, beaucoup. Ils participent à l'équilibre de l'écosystème. Les loups mangent les saumons et les daims malades qui vivent dans la forêt. Définitivement, cette forêt est très très riche. D'ailleurs, ces saumons qui servent de nourriture à autant d'animaux ici. Et cet estuaire, au lever du jour, est magnifique parce qu'il y a partout des petites têtes de phoques qui vont remonter avec le courant pour eux aussi aller se servir dans ce garde-manger. Sur chaque cime d'arbre, j'exagère un peu, mais pas loin, il y a ces aigles à tête blanche, les loups. Moi, j'ai jamais vu une telle variété de grands animaux. Il est très tranquille, lui. Très calme et très gentil. Quand vous imaginez qu'avant d'être des chiens, c'était des loups, il y a quoi? Il y a 9000 ans maintenant. Bon, on va essayer de trouver les ours maintenant. Pink salmon. Ce sont des saumons roses. Ça, c'est ce qu'on appelle une frayère. Et les saumons creusent ici. Ils pondent leurs œufs et après ils meurent. Les jeunes saumons sortent de leurs œufs au bout de 2 mois. And the little salmon come out. Et les femelles meurent. Et les adultes meurent, oui. Mâles et femelles, Tous meurent. mais ils donnent la vie. C'est ce qu'on appelle une espèce clé dans cet écosystème, car elle est à la base de toute la chaîne alimentaire. Les saumons contribuent même à la croissance des arbres. En effet, les grands mammifères, mais aussi les aigles et les autres oiseaux qui puisent leur nourriture dans les rivières, sont nombreux à abandonner dans la forêt les carcasses de saumon à demi dévorées. Ces restes, en se décomposant, apporteront aux conifères de précieux éléments nutritifs. Et le grand cycle de la vie peut recommencer. Wayne McCrory sait exactement où les ours noirs ont l'habitude de venir pêcher. Encore faut-il que ceux-ci soient suffisamment tenaillés par la faim pour vouloir sortir de leur tanière. Mais aujourd'hui, il est surtout à la recherche de l'ours esprit. Avec Nicolas, il lui faudra marcher de longues heures sans avoir la certitude d'apercevoir l'ours noir devenu blanc.
l'ours blanc s'est mis à découvert dans le lit de la rivière pour aller pêcher. C'est l'instant qu'il ne faut surtout pas manquer. Est-ce que les scientifiques maintenant savent pourquoi les ours noirs sont devenus blancs? Non, on ne comprend pas vraiment le phénomène, sinon qu'il s'agit probablement de ce qu'on appelle un gène récessif. Deux ours noirs qui s'accouplent, s'ils sont tous deux porteurs de ce gène récessif, auront un petit blanc. Ces ours vivent dans l'isolement des montagnes côtières depuis plus de 300 000 ans. Il s'agit donc peut-être tout simplement d'un magnifique caprice de la nature. Quelle est la proportion entre les ours blancs et les ours noirs? Il y a environ 10% d'ours blancs. Les autres sont tous noirs. Donc on a de la chance. Oui, beaucoup de chance. T'es en train de le sentir là. Personne ne bouge. Avec ce climat, les ours entrent en hibernation complète ou pas? Complète. Pendant combien de temps? 6 mois. 6 mois? C'est long. Il fait tellement froid et humide ici qu'il vaut mieux pour eux dormir tout l'hiver plutôt qu'essayer de survivre en mangeant de la mousse. Je ne sais pas comment on doit interpréter les somptueux cadeaux que la nature nous aura fait sur tout notre parcours en Colombie-Britannique, mais commencer par les baleines au large, les orques dans les fjords, les phoques, les loups, les ours noirs, et maintenant, dernier des spectacles, l'ours blanc pour lequel nous avons fait entre autres tout ce périple. Il faut qu'on considère que tous ces animaux sont un peu les ultimes et les plus efficaces ambassadeurs d'un monde en perdition et dont nous nous éloignons chaque jour un peu plus, en fait dont nous nous dissocions. Et c'est bien dommage car il ne faut jamais oublier que les animaux sont une indispensable réserve d'innocence pour l'humanité. Et au nom de quoi priverions-nous les générations futures de l'espoir peut-être un jour d'assister à un spectacle de cette nature? Ce qui est le plus paradoxal, c'est qu'au moment où l'humanité a les yeux braqués sur le cosmos, dans l'attente, un jour peut-être de découvrir la moindre forme de vie, eh bien cette vie qui est proche de nous, nous nous en soucions de moins en moins, alors que nous ne la connaissons même pas. Et faisons avec cet ours blanc le vœu que l'opinion se mobilise pour préserver ces forêts qui sont si utiles à ces animaux et par là même si utiles à l'esprit de l'humanité. Bonsoir.